Dans le deuxième exercice de cette semaine, on va s'attaquer à montrer que la mesure de Borel a la propriété qu'on attend quand on dilate un ensemble. Donc vous avez dû voir en cours, c'était la première partie du théorème 2.4.2 auquel on s'intéresse ici, que la mesure de Borel est invariante par translation. Ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez un borélien, vous le mesurez, vous le translatez d'un certain nombre t, donc ça le décale dans les réels, vous le remesurez, ça devrait donner la même chose. Bah là, donc c'est une idée relativement intuitive, on va utiliser la même méthode pour montrer que quand vous prenez un ensemble A, un borélien, et que vous le gonflez d'un facteur S, donc ça c'est si S est plus grand que 1, si S est plus petit que 1, en fait vous le compressez d'un facteur S, vous le dilatez quoi, vous le multipliez par quelque chose, alors la mesure du nouvel ensemble, c'est S fois la mesure de l'ancien. Valeur absolue de S fois la mesure de l'ancien, parce qu'il faut que ça fasse un truc positif. Donc nous, on va le montrer dans le cas où S est strictement positif, et je vous invite déjà à vous demander ce qui se passe quand S égale 0, et deuxièmement, à essayer de reprendre ce qu'on va faire là pour le cas où S est négatif, et pour voir à quel moment la valeur absolue va sortir. Et comme toujours, si vous n'y arrivez pas, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc on va vouloir montrer que, donc on va se fixer un S supérieur à 0, et on veut montrer que cette égalité est vraie pour tous les boréliens A. Et en fait, il va falloir faire un truc un peu sioux, parce qu'il se trouve qu'en fait, vous savez pas grand-chose sur la mesure de Borel. Vous savez ce qu'elle fait sur les intervalles, et vous savez que c'est une mesure positive, et c'est à peu près tout. Et en fait, vous savez un autre truc utile, c'est que c'est la seule mesure positive sur les boréliens qui vous donne B-A si vous lui donnez à manger un intervalle AB. Et en fait, on va utiliser ça. Pour montrer ce théorème, ce qu'on va faire, le plan d'attaque, on va définir oméga, c'est une application sur les boréliens à valeur dans 0 l'infini. Je pense que ça vous donne une idée de quel type d'objet ça va être oméga, qui mange donc un borélien et qui renvoie 1 sur S, mu1 de SA. Et moi ce que je veux, c'est que pour tout A, oméga, du coup, ça fasse mu1 de A. Donc là j'ai juste pris l'égalité que je veux démontrer, je l'ai divisé par S. Donc en fait, on veut montrer que oméga, c'est une mesure et c'est la même que mu1. Et donc on va utiliser l'unicité dans la définition de mu1. Donc vous avez dû voir un théorème que vous n'avez pas démontré parce qu'il est assez difficile, qui dit que mu1 est l'unique mesure sur les boréliens qui vérifie que si on lui donne à manger un intervalle, il donne la longueur de l'intervalle. Du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser l'unicité et on va montrer que oméga est une mesure positive sur les boréliens qui vérifie que mu de... Alors, je me rappelle jamais, il faut prendre un ensemble, voilà, mu de AB, pardon, oméga de AB. Ok, pardon, on va montrer que oméga est une mesure sur les boréliens qui donne la même chose que mu1 sur les intervalles. Et on va conclure par unicité de mu1. On sait qu'une mesure qui fait ça, elle est forcément égale à mu1, c'est ça que ça veut dire, que mu1 est l'unique mesure qui vérifie ça. Et on aura gagné. Donc c'est un peu sioux, mais ça va marcher. Il va falloir du coup, pour faire ça, que je démontre plusieurs trucs. Donc il faut que oméga soit une mesure positive sur les boréliens, il va falloir que je vérifie qu'elle donne ce que je veux sur les intervalles, et avant ça, il y a un truc qui est un peu caché, c'est qu'il faut que je vérifie que j'ai le droit de mesurer tous les S de A avec A borélien. Donc une première étape, qui est dans la question 2, ça va être de montrer que les boréliens, c'est pareil que S fois les boréliens. En gros, que j'ai le droit de mesurer ce truc-là. Donc on doit d'abord montrer
que les boréliens, on doit d'abord montrer que S fois un borélien, c'est un borélien, et inversement, que les boréliens, c'est pareil que S fois les boréliens. Donc il faut d'abord qu'on montre ça. Pour ça, on va utiliser un théorème que vous avez vu dans le premier chapitre sur les tribus, qu'on appelle le lemme de transfert. Donc on va utiliser le théorème, alors dans mes notes, c'est le 1.2.12. C'est probablement le même que vous avez utilisé pour montrer que c'était invariant par translation, si jamais la numérotation ne convenait pas. Donc l'idée est que si vous avez une application entre deux ensembles, donc vous avez f qui va de oméga dans y, et sur y vous avez une tribu, et vous aimeriez vous servir de f pour avoir une tribu sur oméga. Vous allez voir pourquoi tout ça a un rapport avec l'exercice après. Je vous résume juste le théorème 1.2.12 pour le moment. Et donc vous voudriez une tribu sur oméga. Et l'idée est que vous allez pouvoir tirer en arrière par f, donc prendre les images réciproques des éléments de la tribu sur y, pour faire une tribu sur oméga. Et plus précisément, si la tribu est de la forme taux de z sur y, donc vous prenez une tribu sur y engendrée par une famille z de partie de y, donc vous savez la notion de tribu engendrée, c'est la plus petite tribu qui contient z, et vous pouvez la tirer en arrière par f. Vous pouvez regarder l'ensemble de tous les sous-ensembles de oméga pour S appartenant à la tribu engendrée par Z. Donc vous prenez votre tribu sur Y et vous tirez tous ces éléments en arrière par F, et ça vous avez dû voir précédemment que c'était une tribu, la tribu image inverse, voilà, que c'était une tribu sur oméga. Et ce que vous dit ce théorème-là, c'est qu'en fait ça, vous pouvez faire l'opération dans l'autre sens. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une famille Z sur Y, une famille de parties de Y. On a engendré une tribu avec eux. On a pris la plus petite tribu qui les contient, et après on a tiré tout ça en arrière, et ça nous donne une tribu sur oméga. On aurait pu aller dans l'autre sens, on aurait pu prendre les images réciproques de tous les éléments de la famille Z, tous les éléments de la famille génératrice. Là, ça, théoriquement, c'est des jolis Z, mais j'ai un peu de mal avec les cursives. Donc on tire en arrière tous ces éléments, a priori ça nous fait pas une tribu, et après on prend la tribu engendrée par ça. Donc ça c'est une famille de sous-ensembles de oméga, on peut donc regarder la tribu engendrée par cette famille. Et ce que nous dit le théorème, c'est qu'en fait ces deux opérations quelque part elles commutent. Que si je commence par prendre la famille Z, je pars de la famille Z sur Y, soit je prends la tribu engendrée par cette famille, donc c'est une tribu sur Y, et ensuite je la ramène sur oméga en prenant les images réciproques des éléments de taux de Z. Ça me donne une tribu sur oméga. Ou alors, je prends la famille génératrice, Z, je regarde toutes les images réciproques par F, et après je prends la tribu engendrée par ces éléments qui sont des sous-ensembles de oméga, et ça me donne une autre tribu sur oméga. Et bien justement, c'est pas une autre tribu, c'est ça que dit le théorème, c'est qu'en fait c'est la même. Le théorème, il est dans l'égalité ici. Il nous dit que ces deux opérations, en quelque sorte, commutent. Et on va utiliser ça en choisissant bien la fonction f. Donc la fonction f, on va prendre une homothétie pour montrer. Donc ici Z, ça va être les ouverts de R, donc la famille engendrée par Z, ça va être les boréliens. On va aller de R dans R avec une homothétie, donc une application qui multiplie par S ou 1 sur S. Et on va utiliser cette propriété de commutation pour montrer que c'est pareil d'être la tribu engendrée par les ouverts, qui sont des tirs en arrière d'ouverts de S, et S fois les boréliens. Donc ça va devenir plus clair dans un instant quand on va commencer à faire l'exercice. C'est juste pour vous donner une idée de où est-ce qu'on va avec ces différentes questions préliminaires, parce que c'est pas forcément évident, mais il suffit de se laisser guider. Donc on regarde
On suit les indications de la question 1, on va regarder la fonction phi, qui est tout simplement une application qui multiplie x par s. Donc, remarquez qu'elle est continue car, bon, je ferai ça à la fin. Il va s'agir de montrer qu'elle est bijective, continue et que sa réciproque est continue. Donc une façon de montrer qu'une application est bijective, c'est d'exhiber la bijection réciproque. Ici, du coup, on va poser psi de R dans R. Ça se voit à l'œil nu, hein, qu'est-ce que ça va être? La réciproque de phi, c'est l'application qui multiplie par 1 sur S. Pour tout x dans R, si je fais ça, là j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, phi rond psi de x, c'est S de psi de x, donc c'est S de 1 sur Sx, ça fait x. Psi rond phi de x, c'est 1 sur S fois Sx, donc c'est aussi x. Donc phi et psi sont des bijections réciproques l'une de l'autre. Donc on a bien montré que phi était bijective. Et elles sont continues parce qu'elles sont linéaires. Donc dans le jargon, on dit que phi est un homéomorphisme. C'est un mot que vous allez apprendre bientôt, pas en intégration ou en analyse. Une application continue bijective dont la réciproque est continue, on appelle ça un homéomorphisme. Et c'est cette fonction-là dont on va se servir pour faire le tirage en arrière dont je vous ai parlé juste au-dessus. Donc on admet que les ouverts de R, c'est pareil que S fois les ouverts de R, c'est pareil que 1 sur S fois les ouverts de R. Donc ça, c'est un résultat que vous pouvez vous amuser à montrer, pas pour vous entraîner à l'intégration proba, mais pour vous entraîner à l'analyse. Pourquoi c'est vrai que si vous prenez un ouvert de R, vous multipliez par S, c'est toujours un ouvert, et réciproquement, que tous les ouverts, vous pouvez les rediviser par S, et ça vous redonne un ouvert. Donc vous voyez qu'un ouvert est défini par le fait qu'autour de chaque point, vous pouvez mettre une petite boule, donc dans R, c'est un petit intervalle autour de ce point, qui reste dans G. Et du coup, bah, si vous multipliez G par S, vous pouvez multiplier l'intervalle aussi par S. Vous pouvez essayer d'écrire ça proprement, ça peut être un bon entraînement. Mais nous, ici, on va l'admettre, et on va s'en servir pour démontrer que l'ensemble des Borréliens, c'est pareil que S fois l'ensemble des Borréliens en utilisant le théorème que je vous ai rappelé. Donc on veut montrer que l'ensemble, la famille d'ensembles que j'obtiens en prenant tous les Borréliens et en les multipliant par S, on veut montrer que c'est égal à la famille des Borréliens. La famille des Borréliens, c'est la famille engendrée par E, et comme on sait que E, c'est les mêmes que E, on peut réécrire ça comme la tribu engendrée par les SG, où G est dans les ouverts de R. Or, les SG, c'est les phi de G. Là, j'ai juste utilisé la définition de ma fonction phi. Les S fois G, c'est les images directes de G par l'application phi. Et alors là, c'est un peu malheureux. Au TD1, j'ai passé mon temps à vous dire que quand on faisait l'image réciproque d'un sous-ensemble, ça suppose pas que la bijection réciproque existe. Mais ici, par contre, quand on a une fonction bijective, c'est un fait que l'image réciproque de G par psi, c'est pareil que l'image de G par la bijection réciproque de psi. Donc ça, on peut le définir même si psi n'est pas bijective,
Mais quand psi est bijectif, c'est pareil de faire psi moins 1, donc l'image réciproque d'un ensemble, et l'image directe par la bijection réciproque. Donc on est dans cette situation-là. Et ça ressemble beaucoup à mon théorème que je vous ai rappelé juste avant. Ici. Ici, on est dans ce cas-là. On regarde la bijection, on regarde l'attribut engendré par les psi moins 1 de Z, où Z, c'est la famille qui engendre l'attribut des borréliens sur R. Donc je vais utiliser ce théorème pour dire que ça, en fait, c'est égal, donc ça c'est d'après le théorème. Alors chez moi, c'est le théorème, encore une fois. Combien déjà? 1.2 point quelque chose? 1.2.12. J'espère que vous avez la même numérotation que moi. C'est celui que je vous ai rappelé juste avant. Donc du coup, ça, c'est la même chose que la famille de tous les psi-1 de G, de B du coup, pour B, dans la tribu engendrée par cette famille-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les borréliens. Or, psi-1 de B, on l'a dit, c'est pareil que phi de B, pour B dans les borréliens. C'est pareil que lui, puisque phi, c'est l'application qui multiplie par S. Donc l'idée est la suivante. Je veux montrer que cet ensemble est égal à celui-là. Pour ça, je vais utiliser, je dis pas que c'est évident ou naturel, mais on sait un peu où l'on va, puisque vous savez déjà comment on démontre l'invariance par translation. Donc pour ça, je vais utiliser tout d'abord le fait qu'on nous demande d'admettre, hein, probablement qu'il n'est pas là pour rien, c'est que le tribu des borréliens, c'est la tribu engendrée par les ouverts, et les ouverts, c'est pareil que S fois les ouverts, c'est pareil que cet ensemble-là. Donc la tribu des borréliens, c'est la tribu engendrée par ces ensembles-là. Ces ensembles-là, c'est les images directes par phi de la famille des ouverts. Et phi, c'est une bijection, du coup l'image directe par phi, c'est pareil que l'image réciproque par la bijection réciproque. Donc c'est pareil que psi-1 de G. Et là, du coup, je suis dans les bonnes conditions, excusez-moi, pour appliquer mon théorème sur les tribus images réciproques engendrées, le théorème 1.2.12, qui me dit que je peux faire commuter le fait de prendre l'attribut engendré et d'appliquer psi-1. Donc ça, c'est pareil que de d'abord prendre l'attribut engendré par cette famille, ce qui me donne les borréliens, et ensuite de prendre psi-1 de ça. Et après, je redéroule exactement de la même façon qu'à gauche, et ça me donne bien les SB avec B dans B de R. Donc ce que j'ai montré, c'est que j'ai bien... c'est que S fois un borélien, c'est un borélien, et que par conséquent, je vais pouvoir définir mon application oméga, qui mange un borélien et qui mesure SB. Donc ça, c'est ce qui nous permet de poser. Pardon, on pose oméga, qui mange un borélien, qui renvoie un élément de R plus bar, défini par 1 sur S, mu1 de SB. Et comme j'ai montré que les borréliens, c'est pareil que tous les SB pour B dans R, j'ai bien le droit de faire ça. Là, tu s'appelle B ou il s'appelle A, va falloir se décider. Mu1 de SA, voilà. Maintenant, il va s'agir de montrer que ce truc-là est une mesure positive. Et ensuite, on va montrer qu'il vérifie la condition pour être, en fait, égal à mu1. Mais là, on nous demande juste de montrer que c'est une mesure positive. Donc, commençons par calculer oméga de l'ensemble vide. Par définition, du coup, c'est 1 sur S mu1 de S fois l'ensemble vide. S fois l'ensemble vide, c'est ce que vous obtenez quand vous prenez tous les éléments de l'ensemble vide et vous les multipliez par S.
Devinez quoi, ça fait toujours l'ensemble vide. Donc c'est 1 sur S mu 1 de vide. Et comme mu 1, c'est une mesure, vous savez que ça fait 0. Maintenant, il faut que je montre l'additivité des nombres. Donc je vais prendre une suite disjointe de Borélien. 2 à 2 disjoints. Et je veux calculer oméga de l'union des n. L'union disjointe des n. Donc ça, par définition, c'est 1 sur S fois mu 1, pardon, mu 1 de S fois l'union des n. Or, S fois l'union des n, on va utiliser la même astuce qu'on a fait précédemment, cette parenthèse ne sert à rien. Voilà. S fois l'union des n, donc c'est phi de l'union des n finalement. Donc c'est psi moins 1 de l'union des n. Et on avait vu au tout premier TD, je crois, ou au deuxième au pire, que psi moins 1 d'une union, pour une application psi quelconque, c'est égal à l'union des psi moins 1 de n. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez aussi montrer à la main. Donc, pardon, je finis mon raisonnement. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que ici, en fait, j'ai mu 1 de l'union des S de n. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait là. Vous pouvez passer directement de là à là en montrant par le calcul, en montrant directement, peut-être par double inclusion, peut-être par équivalence. Ça ne doit pas être très compliqué, que l'union des S de AN, c'est pareil que S fois l'union des AN. Ou alors on passe par l'image réciproque, parce qu'on l'a déjà fait à la question précédente, et on sait que ça marche d'après le TDA. Comme vous voulez. Dans tous les cas, ce qu'on obtient, c'est qu'on n'a plus qu'à calculer mu 1 d'une union. Et de plus, c'est une union disjointe. En effet, si n est différent de m, S à n inter S à m, même astuce, soit vous le faites à la main, soit vous remarquez que c'est psi moins 1 de an inter psi moins 1 de am. Ça, vous savez que l'image réciproque d'une intersection, c'est que l'intersection des images réciproques, c'est l'image réciproque de l'intersection. Donc vous pouvez écrire que c'est psi moins 1 de an inter am. Un an inter am, vous savez que ça fait l'ensemble vide. Donc ça, c'est vide. Donc les S de an, ils sont disjoints. Et donc, puisque mu1 est une mesure, ça vous permet de dire que mu1 de l'union des n, c'est la somme des mu1, pardon, mu1 de l'union des S à n, c'est la somme, cette parenthèse ne sert à rien, des mu1 de S à n. Et maintenant, 1 sur S, c'est une constante, vous pouvez le faire rentrer dans la somme. Ça vous fait somme des 1 sur S mu1 de n, et ça, c'est justement les oméga de n. Donc, oméga est une mesure positive. Sur les boréliens. Et on va maintenant montrer qu'elle vérifie aussi la propriété qu'elle associe à un intervalle sa longueur, et donc par unicité dans le théorème qui définit la mesure de Borel, vous allez pouvoir conclure. Donc si je prends A inférieur ou égal à B, et que je calcule oméga de l'intervalle AB, ça me fait 1 sur S fois mu1 de S
fois l'intervalle AB. Or, les éléments de l'intervalle AB, c'est tous les x dans R, tels que A inférieur ou égal à x inférieur strictement à B. Donc ça, c'est équivalent à dire que Sx est compris entre SA et SB. Donc S fois l'intervalle AB, c'est l'intervalle SA-SB. C'est ici que c'est important que S soit positif, parce que sinon, quand je fais cette opération, l'inégalité changerait de sens, et c'est pour ça qu'on a besoin de la valeur absolue. Je vous laisse écrire ça proprement si vous voulez. C'est pareil de prendre des Sx pour x compris entre A et B, et de prendre les y qui sont compris entre SA et SB. Et les y qui sont compris entre SA et SB, c'est justement l'intervalle SA-SB. Vous voyez qu'ici, pour que ça marche, il faut que S soit positif. Et ça, on sait le mesurer. Par définition de la mesure de Borel, ça fait SB moins SA. Et maintenant, SB moins SA divisé par S, ça fait B moins A. Or, la mesure de Borel est la seule mesure sur les boréliens qui vérifie mu1 de AB égale B moins A. Donc par unicité de la mesure de Borel, oméga en fait égale mu1. Autrement dit, pour tout borélien, oméga de A, autrement dit 1 sur S mu1 de SA, égale mu1 de A. Donc mu1 de SA, c'est S fois mu1 de A. Donc la mesure de Borel a bien le comportement qu'on attendait quand on dilate un borélien. Et ça nous a donné l'occasion de retravailler sur un ancien théorème qu'on n'avait pas eu le temps, dont on n'a pas spécialement parlé, sur les tribus images réciproques, et de reparler de l'unicité de la mesure de Borel, qui a un résultat très fort.